leur niveau. Un responsable chargé des finances à leur niveau, il prend des chèques chez moi et il part payer le personnel de leur activité. Selon cette activité, ce n'est pas notre activité, c'est l'activité de la DGS. D'accord. Oui. Ok, merci. Monsieur, oui, le directeur de la gestion des finances, vous pouvez réagir par rapport à Oui, propos tenus par par rapport M. à ces Théa. propos, ces cas dont il fait, cette situation dont il fait cas, c'est lorsque l'activité est exclusivement menée, relève exclusivement de la DGS. Alors que dans le cas espèce, c'est une activité conjointe entre la DGS, la DGF, la DRH. Parce que la DGS ne détient pas toutes les informations. Et à partir de la DGF participe à cette activité, elle prend en charge tout ce qui relève des finances. C'est lorsqu'une activité est menée par que la DGF n'est pas associée, qu'on peut émettre un chèque pour le SAP désigné au sein de cette structure qui mène l'activité et qui envoie les pièces justificatives. Mais dans notre cas espèce, la DGF ne pouvait pas mener. Voilà, c'est pour cela. Parce que c'était une activité interservice. Conjointe, la DGF ne pouvait pas, puisqu'il y a la DRH qui fournit les informations sur les salaires, la DGF, les informations sur la programmation budgétaire, l'exécution budgétaire. Voilà. Et maintenant, les techniciens de la DGS, quand vous allez voir normalement, ils sont plus nombreux étoffés que tout le reste. Voilà. Et ils sont chargés de traiter les informations pour que ça puisse correspondre. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous allez super bien. Le fameux procès de M. Théa Hamidou. On est de retour. L'année passée, il a été condamné. Mais vous savez, il y a d'autres coupables qui sont toujours en liberté. Aujourd'hui, ils sont là. Et M. Théa, puisqu'ils ont mangé ensemble, ils ont partagé ensemble. Maintenant, il faut payer ensemble. L'année passée, quand M. Théa, on lui a dit 15 ans, il a dit le procureur, je ne peux pas. Attends d'abord, il y a d'autres personnes que je n'ai pas citées. Il a sorti une liste, il a dévoilé ces personnes-là. Cette année, ils sont devant chez le procureur et le procès se déroule. Je vous laisse regarder d'abord ce procès et on se capte à la fin. Théa ne perd rien, donc lui, là où il dit la vérité, c'est que lui, c'est comment faire pour pouvoir aussi aider ses amis à rentrer dans son nouveau boulot. Puisque les gens disent que non, Théa a grossi, il a grossi. Oui, il a grossi, il faut aussi aider M. Yaki Kami à aussi grossir. Les gars, voici la suite pour vous et on se capte à la fin. D'accord. Monsieur, restez à côté. Monsieur Théa. Monsieur le Président, oui. Tous les activités sont conjointes. L'activité de direction, la direction invite toutes les directions du ministère pour pouvoir élaborer. Et celui qui si la DGF aussi invite tous les autres directions pour pouvoir faire son activité. Mais ils ont leur chef qui paye. Ce qui le DGF est en train de dire, l'activité, c'est leur activité. Ils ont leur chef. C'est comme ça. Une activité, leur chef vient avec la fiche de déblocage pour payer l'activité. Mais ça. D'accord. Merci. Moi, je voulais que vous réagissiez par rapport à ça. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à Monsieur Salifou. Monsieur Ouedraogo Salifou. Oui, Président. Vous êtes, c'est bon, vous pouvez vous décliner votre identité? Je m'appelle Ouedraogo Salifou. D'accord. Précédemment régisseur d'avance OSP Konassu. D'accord. Oui, vous êtes Ouedraogo Salifou, profession, âge, domicile. Je suis adjoint de secrétariat, j'ai 46 ans.
Je suis domicilié au secteur 39. D'accord. Avez-vous un lien colloquial avec M. Yeyake Kami? C'est un lien professionnel. Un lien professionnel. C'est mon supérieur hiérarchique. Il était votre supérieur hiérarchique au moment des faits. Oui. D'accord. Le SP Konasur était sous la direction de M. Yeyake Kami également, ou bien c'est au niveau de... Comme vous êtes registraire d'avance, vous relevez de lui? Le SP Konasur n'est pas sous la DGF. Le SP Konasur, comme son nom l'indique, c'est un secrétariat permanent. Oui, mais vous dites que vous avez un rapport de subordination à son égard, il y a un lien professionnel, c'est un rapport de subordination. Est-ce qu'il est votre supérieur? Oui, c'est mon supérieur hiérarchique, mais pas immédiat. Pas immédiat? Non. D'accord. Il y a quelle autorité entre vous? C'est quoi qui fait le lien entre vous et puis M. Yeyake Kami? Il était le DGF, Oui. le directeur de la gestion des finances. Et moi, j'étais régisseur d'avance au SP Konasur. Alors, de ce fait, j'avais la charge de tout ce qui était dépenses liées à la manutention. Et c'est dans ce cadre-là que j'étais en collaboration avec M. Yeyake Kami. Parce que le ministère, notamment la DGF, nous appuyait pour les dépenses liées à la manutention. D'accord. C'est un rapport de collaboration ou bien de subordination? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Oui, vous dites il est votre supérieur. Vous collaborez ou bien vous obéissez à ses instructions? Obéir, je dirais non, parce qu'en réalité, il était chargé en tant que directeur de la gestion des finances, de mettre les ressources à notre disposition. Mais moi, je répondais de mes supérieurs hiérarchiques, notamment le directeur de l'administration et des finances, le chef de département, au SP Konasur, c'est les départements, et du SP Konasur. Donc, je ne recevais pas, en dehors de la mise à disposition des ressources, je ne recevais pas administrativement d'ordre de sa part. D'accord. Je suis en train de voir s'il était... si on peut faire prêter serment M. Ouedraogo Salifou. Voilà. Est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ça, la partie civile? Ouedraogo soit soumis. Nous ne trouvons pas d'inconvénient en tout cas à ce que M. Ouedraogo soit soumis au serment avant de déposer. Merci. La partie civile veut toujours réagir par rapport à ça. D'accord. Si la partie civile a fini de réagir, la parole est au ministère public. Monsieur le Président, nous raisonnons également de la même manière que l'agent judiciaire de l'État. Effectivement, il n'y a pas de lien de subordination entre M. Ouedraogo et les autres prévenus ici présents.
de sorte que nous pensons effectivement qu'il peut prêter serment et déposer, du moins les serments. Il y a des contraintes aussi qui sont rattachées à cela. Et éventuellement, donc, ça peut donner lieu, en fonction donc, de ce qu'il a dit, également des poursuites pénales. Donc, nous ne voyons pas d'inconvénient à ce qu'il prête serment, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le procureur. La défense, vous pouvez réagir par rapport à la prestation de serment de M. Ouedraogo Salif. Nous nous opposons à ce que, effectivement, il prête serment ici, pour la raison que nous avions déjà avancée. Qui a consisté à faire comprendre donc au tribunal que suite à la plainte de M. Yaya Kekami, M. Salifou Ouedraogo s'est retrouvé effectivement condamné. Et lorsque vous avez lu l'ordonnance de clôture du juge d'instruction, il est ressorti que M. Ouedraogo Salifou dit qu'il a reçu des chèques de M. Yé dans le sens de trouver des pièces justificatives. Nous pensons que son témoignage sous serment ne peut être crédible et que, permettez-moi d'être un peu plus vulgaire, un cabri mort n'a plus peur d'un couteau. Dans sa situation, toute déclaration confondrait inutilement nos clients. Donc, nous nous opposons, conformément à l'article 321-70, dernier alinéa. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense, comme à la suite de l'AGE, ce qu'il avait dit, je pense que les conditions pour déposer ou pour être témoin sont bien définies dans le Code de procédure pénale. Or, en l'espèce, comme il a été si bien dit, il n'y a aucun lien de subordination pour nous entre le témoin qui est actuellement là-bas et les autres prévenus. Donc, à cet effet-là, nous ne voyons pas pourquoi Monsieur Ouedraogo Salif ne pourrait pas déposer par devant vous. Donc nous vous prions, Monsieur le Président, de leur donner à ce qu'il puisse déposer. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître. Oui, le ministère public peut réagir. Je pense qu'il y a une disposition effectivement qui régit les serments et il y a les causes pour lesquelles effectivement on ne peut pas recevoir quelqu'un sous serment. Et je pense que le Code de procédure pénale les a précisés en ses articles 321-68 et 69. Donc il s'agit souvent des enfants mineurs et il y a également les frères et sœurs, tous ceux qui ont des liens de parenté ou en tout cas des liens de subordination avec la personne poursuivie. Et je ne pense pas que les motifs qui sont invoqués par l'avocat de M. Yé soit contenu dans la loi. Ce n'est pas parce que M. Ouedraogo a été jugé et condamné et que dans ce jugement il mettait en cause M. Yé que ça constitue un motif pour qu'on puisse l'empêcher de prêter serment. En tout cas, ce n'est pas ce que le Code de procédure pénale dit, M. le Président. Je pense que les dispositions sont claires et les raisons pour lesquelles un serment ne peut être reçu sont également claires. Et nous pensons donc que M. Ouedraogo peut prêter serment et déposer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. La défense veut réagir. Le micro baladeur pour mettre. D'accord, allez-y. Il y a le droit de mentir. On ne doit pas perdre de vue que le procès que nous menons est le prolongement du premier procès dans lequel il a été condamné et dans lequel il avait le droit de mentir. Comment on peut sortir de là et devenir un témoin qui va prêter serment de dire la vérité alors qu'il a eu le droit de mentir?
C'est une question de logique. Alors moi je pense, comme l'a fait M. Teyan, on le prend à titre de simple renseignement. Parce que ce qu'il va dire n'est pas nouveau par rapport à ce qu'il a dit au moment où il avait le droit de mentir. Je vous remercie. D'accord. Le tribunal va s'en tenir aux dispositions du Code de procédure pénale. Il va recevoir le serment de M. Ouedraogo Salifou et puis en tirer toutes les conséquences. M. Ouedraogo Salifou, oui. Vous allez jurer de dire la vérité et rien que la vérité. Vous allez lever la main droite et dire je le jure. Je le jure. Monsieur Ouedraogo. Président. Oui, concernant les expressions de besoin du CONASUR, oui. Voilà, nous avons besoin que vous nous dites comment est-ce que ça se passait entre vous, le DGF et M. Teyan. Vous parlez des expressions de besoin pour les fonds pour la manutention. Tout à fait, parce que l'initiative était prise au niveau du CONASUR. C'est le CONASUR qui exprime les besoins et c'est vous qui tirez les fiches et ça suit un circuit jusqu'à obtenir paiement. Ça s'est passé comment? D'accord, merci Monsieur le Président. Je dois dire en principe, pour l'appui venant du ministère, il y a une expression de besoin que le SP CONASUR émet à travers une fiche de déblocage élaborée au niveau du SP CONASUR avec la signature du premier responsable, notamment le SP CONASUR. Après, la fiche de déblocage est acheminée à la direction de la gestion des finances qui donne son avis. Après cet avis, la fiche est acheminée au niveau du cabinet pour la décision de Madame la ministre en son temps. Et c'est après décision de la ministre que le DGF donne instruction pour l'émission du chèque. D'accord, ça se passe comme ça. Maintenant, quand le chèque est émis, c'est vous qui devez aller toucher. Oui, je dois dire que tout ce qui concerne la manutention, au niveau du SP CONASUR, le chèque est émis à mon nom. D'accord, mais comment ça se fait? Est-ce que vous partez avec le chèque uniquement ou bien c'est avec la fiche de l'expression des besoins? Non, en principe, moi je suis juste chargé de venir récupérer le chèque, positionner et aller toucher. Vous ne partez pas avec la fiche de l'expression des besoins? Normalement, la fiche doit être acheminée par voie administrative. Je vais dire, ça doit suivre le circuit normal de l'administration. Mais j'avoue que pour la majorité des cas, au regard des urgences, c'est moi qui suis chargé d'amener la fiche de déblocage et au niveau de la DG. D'accord. Ça, c'est le circuit normal. Le circuit normal. Comment ça se fait? Oui. Mais expliquez-nous maintenant, est-ce que, en dehors de ça, y a-t-il une entente entre vous, M. Teyan, et puis le DGF par rapport aux expressions des besoins du CONASUR? Oui, Monsieur le Président. Je dois dire que il y a eu plusieurs fois des ententes entre nous trois. D'accord, ça se fait comment? Disons que on profite donc de l'expression des besoins réels pour pouvoir augmenter
Ça veut dire qu'il y a une expression fictive qui est ajoutée, ce qui va donner droit à un autre chèque. D'accord. Donc finalement, au lieu de tirer un seul chèque, c'est 2 chèques qui sont tirés. Bon, ou plusieurs, c'est selon. Plusieurs. D'accord. Expliquez-nous comment ça se fait. L'expression des besoins ou bien l'émission des chèques? Oui, l'expression des besoins. Comment est-ce que vous majorez? Comment est-ce que... voilà, par exemple, si le SP Conasur exprime un besoin de 10 millions, vous majorez combien et comment est-ce que les chèques sont tirés pour que vous payez et comment se fait la clé de répartition? Bon, il faut dire que en général, c'est en fonction, j'allais dire entre guillemets, des besoins exprimés en dehors de nos expressions du TGF. C'est-à-dire que, je prends un exemple, si au niveau du SP Conasur, on a besoin de 10 millions et qu'il se trouve que ce qui était de façon récurrente, au niveau du ministère, selon M. Yeyake Kami, il y a des besoins, des dépenses qu'il doit effectuer, mais qui ne trouvent pas de ligne ailleurs. C'est en cela qu'on essaie, en fonction des besoins qu'il exprime, on essaie d'augmenter le montant. D'accord. Donc le montant majoré là est initié par le DGF lui-même. Ce n'est pas vous qui exprimez, qui dites voilà, nous avons besoin de telle somme. C'est lui qui exprime qu'il y a des besoins que nous ne pouvons pas couvrir et nous allons profiter de l'expression des besoins du SP Conasur pour avoir ça, pour avoir ce montant que nous ne pouvons pas avoir ailleurs. Exactement. C'est comme ça que ça se fait. Donc il n'y a pas de clé de répartition. De clé de répartition par rapport à... Entre vous, oui, M. Teya et le DGF. La clé de répartition, c'est après avoir touché le chèque. Une fois que le chèque est touché, je reviens pour lui remettre. Et bien sûr, comme il y a eu une expression de besoin, en fonction de cela, bien sûr, il nous donne aussi notre part. Il vous donne à vous? Oui. Et il le remet à M. Teya? Ou bien c'est vous qui partez remettre à M. Teya? Il y a des fois, c'est moi, mais la plupart des cas, il dit que lui-même, il va remettre à Teya. C'est lui qui remet, il vous remet, et puis il remet aussi à M. Teya sa part? Oui, mais pas devant moi. D'accord. Mais il vous dit qu'il va remettre? Oui. D'accord. Parce que M. Teya a dit qu'il y a eu des fois où lui n'a pas eu. Bon, ça, je ne saurais mais à chaque fois, confirmer ou pas. Oui. Vous prenez le montant de l'expression des besoins et le montant majoré sur lequel vous partagez. D'accord. La partie civile a des questions à poser à M. Ouedraogo. Vous avez la parole. Comme je l'ai déjà dit, M. Teya Hamidou, il n'a rien à faire. Donc, lui, là où il dit la vérité. C'est que on a mangé ensemble, on a partagé ensemble. J'ai signé, vous avez encaissé, on a partagé. Maintenant, il faut payer ensemble. Mais on ne peut pas prendre et nier ici. C'est qu'il faut payer. Il faut payer. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur Ouedraogo, je ne sais pas si vous m'entendez. D'accord. Vous avez expliqué que vous profitez donc des besoins réels pour ajouter donc des chèques et ces montants-là sont partagés après.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer au début, là, qui a suggéré l'idée? Vous n'avez pas entendu? Voilà, je demandais au départ, au début du processus, qui a suggéré l'idée? Ok, merci. Merci, monsieur l'AGE. Il faut dire que c'est au début, l'idée est venue de monsieur Yeyake Kami. Parce que il m'a appelé une fois, pour la première fois dans son bureau, pour faire la suggestion. Voilà. Donc, il lui a dit que tiens, au regard des fonctions que j'occupe et des activités que je mène, il y a un certain nombre d'activités qui se faisaient au ministère et qui ne pouvaient pas être éligibles ailleurs. Voilà. Donc, si au niveau de la manutention, on pouvait essayer de voir, faire des augmentations pour pouvoir supporter ces dépenses. Je crois savoir que vous avez été nommé régisseur d'avance avant que M. Yé ne prenne service comme directeur de la gestion des finances au ministère de l'Action humanitaire. Oui. Est-ce qu'avant que M. Yeyake Kami ne prenne service, ne prenne fonction donc comme directeur de l'administration des finances, les autres directeurs de l'administration, plutôt la gestion des finances qui l'ont précédé, vous ont suggéré ça aussi, la même méthode là? Non. Ce n'était pas le cas. Non. C'est avec l'arrivée donc de M. Yeyake Kami que cette façon de faire là a commencé. Oui. Ok, merci bien. Maintenant, il est ressorti donc lors des débats et aussi en tout cas de l'instruction du dossier devant le juge d'instruction qu'il y a deux chèques d'un montant de 8 100 000 et 2 millions, je crois, 250 000 qui ont été tirés sur le compte renforcement de la protection sociale géré par M. Théan, qui se sont retrouvés avec vous. Ces chèques-là ont été touchés par Mme Bonkongo Lydie. Est-ce que vous confirmez que ces chèques-là, les copies de ces chèques-là ont été effectivement retrouvées avec vous? Merci. Permettez-moi de situer le contexte dans lequel ces deux chèques se sont retrouvés chez moi. Je dois d'abord dire que, comme vous l'avez si bien dit, c'est lors de la perquisition, je vais dire, de mon sac à main, puisque j'avais les chèques dans mon sac. Et c'est au commissariat où on a retrouvé les chèques. Maintenant, pour ce qui concerne les deux chèques, c'est M. Yeyake Kami qui m'a dans son bureau. Et quand je suis arrivé, bon, il m'a dit qu'ils avaient une situation, qu'il y a des fournisseurs, ils étaient dans le besoin de liquidité et ils ont demandé à des fournisseurs de les aider. Et après, ils allaient régulariser. Et apparemment, c'est ce qui a été fait. Et maintenant, lui, il voulait voir si à mon niveau, je pouvais, par le biais de la manutention, essayer de boucher ce trou. Alors, du coup, bon, ça m'a paru un peu bizarre. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il a appelé Théan, qui est venu avec une chemise. Une chemise que je n'ai pas regardée. Quand il a envoyé la chemise, j'ai pris, il m'a dit, oui, c'est les chèques que le fournisseur a touchés. Et donc, si je peux prendre les chèques et puis voir dans quelle mesure je pourrais faire pour boucher ce truc. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai pris la chemise, mais j'avoue que depuis ce moment jusqu'à mon arrestation, je n'ai pas ouvert la chemise. Tout simplement parce que c'est vrai que sur le champ, j'avais donné mon accord. Mais après réflexion, j'ai trouvé que ça allait être un peu incohérent de pouvoir justifier la manutention avec un chèque touché par un fournisseur.
Mais franchement, après, moi-même, ça m'a échappé. Et comme on m'a pas demandé de compte après, moi, j'ai circulé avec les chemises. C'est au commissariat, quand on a retrouvé la chemise avec les chèques, que j'ai vu que c'était au nom de Bonkungu Lydie, que je connais, mais franchement, je ne savais pas qu'elle s'appelait Lydie, parce que je la voyais au bureau de M. Théan. Elle était dans le bureau de M. Théan, et on se connaissait, si j'arrive, je la salue, mais je ne connaissais pas son nom. C'est quand on a retrouvé les chèques en confrontation avec M. Théa, je crois, qu'il m'a fait savoir que c'est la dame qui est dans son bureau, qui s'appelle Bonkungu Lydie. C'est comme ça que j'ai su que la Bonkungu Lydie, c'était la même que je connaissais. Et que ce n'était pas des chèques au nom des fournisseurs. Vous a convaincu que c'était des chèques qui avaient été touchés par un fournisseur. Et finalement, avec l'explication donc de M. Théan, vous vous êtes rendu compte que les deux chèques-là ont été touchés par un agent du ministère. Bon, je ne sais pas si elle a touché ou pas. Mais ce que j'ai découvert ce jour, c'est que c'était celle que je connaissais qui était dans le bureau de M. Théan. Maintenant, je ne sais pas si les chèques ont été touchés ou pas. Mais toujours est-il que c'est son nom qui était sur les deux chèques. C'est son nom, bien sûr. Ok, donc jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas produit donc les pièces justificatives de ces deux chèques-là? Non. Ok. Mais pour revenir un peu en arrière, est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand remonte donc le dernier partage d'argent entre vous, M. Théan et M. Yake Camille? Est-ce que vous vous rappelez approximativement de la date? Bon, franchement, je ne saurais. Avec la situation. Ok, mais je peux peut-être vous rappeler, vous avez été arrêté en octobre 2024, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que juste avant votre arrestation, là, il y a eu des partages d'argent entre vous? Bon, juste avant, bien sûr, maintenant, ça dépend de quelle période. Non, je demande, est-ce que juste avant que vous ne soyez arrêté, là, il y a eu des partages d'argent entre vous trois? Bon, franchement, je ne peux pas répondre à cette question parce que je vous rappelle que ça fait bientôt 16 mois que je suis en détention. Et franchement, je ne pourrais pas répondre. D'accord, c'est bon, merci bien. Merci. Merci à la partie civile. À présent, la parole est au ministère public pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ouedraogo, la question qu'on voulait vous poser est prise en compte par l'AG, mais je voudrais des précisions par rapport à certaines questions que le Président vous a posées. Et vous avez donné des réponses. À l'une des questions, vous avez dit que pour les chèques là, lorsque vous venez avec l'expression des besoins en manutention, il y avait des situations où, au niveau du ministère donc de l'action humanitaire, qui ne pouvaient pas être prises en charge sur d'autres lignes, et que M. Yé profitait donc pour inclure ces dépenses-là dans les dépenses de la manutention. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit? Exactement, mais je rappelle que c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Par rapport à la non-éligibilité de ces dépenses. D'accord. Mais ce que je voulais savoir, est-ce qu'il arrivait que vous envoyez la fiche d'expression des besoins là, qu'il y ait au même moment, à travers les chèques, une prise en compte de certaines activités programmées au niveau du ministère qui n'ont rien à voir avec la manutention. C'est-à-dire, on vous remet des chèques vous permettant donc de toucher au trésor de l'argent qui allait prendre aussi bien la fiche d'expression des besoins que vous avez envoyée et les activités du ministère qu'on veut profiter, inclure dans
prises sur le compte renforcement protection sociale. Est-ce que vous avez compris la question? Bon, je crois avoir compris. Oui. Vous voulez dire, en plus des chèques destinés à la manutention, Oui. il y a des chèques d'autres activités du ministère Oui. émis à mon nom. Oui, oui. Non. Il n'y a jamais eu. Non. Mais l'explication qu'on vous a donnée par rapport au fait que les dépassaient l'expression des besoins en manutention, là, c'est que c'était pour prendre en charge certaines activités seulement qui n'avaient pas de ligne au niveau du ministère. Oui, mais à travers la manutention. À travers la manutention, je veux dire. D'accord. Maintenant, par rapport aux copies des chèques qui ont été retrouvées lors de la perquisition avec vous. Est-ce que avant cette saisie-là, M. Yé ou M. Ténia vous avait déjà confié d'autres chèques à l'effet de chercher des pièces justificatives? Non. C'était la première fois. C'était la première fois. En D'accord. dehors de ce qu'on faisait ensemble, il n'y a jamais eu de situation pareille. Mais par rapport à ce que vous faisiez, lorsque, par exemple, pour une expression de besoin en manutention, là, vous envoyez une fiche pour 10 millions, et que, par exemple, au niveau des chèques, on fait 12 millions, bien on remplit des chèques, dont un 2 millions, par exemple. Comment vous vous organisez pour justifier la sortie des 2 millions au niveau donc du SP Conasur, de la manutention? Bon, je crois que je me suis largement exprimé par rapport au mécanisme. Non, je ne parle pas du mécanisme, la justification, puisque vous avez une fiche. Oui. Ce qu'on a cru comprendre, c'est qu'il n'y a pas de manipulation sur la fiche. Oui. La fiche, elle est conforme à l'expression des besoins. Mais c'est le montant du chèque qui est supérieur par rapport à la prévision sur la fiche. Voilà, la question c'est de savoir, comme vous augmentez les chèques, comment vous arrivez à faire passer ça dans la comptabilité de la manutention là, pour pouvoir justifier, ou en tout cas pour qu'on ne découvre pas que vous avez, en plus des 10 millions par exemple destinés à la manutention, vous avez également prélevé 2 millions. Vous voulez parler certainement de la justification auprès de ceux qui signent? Oui. Ok. Je pense que dans le processus que j'ai expliqué, j'ai précisé que c'est le principe. La fiche de déblocage, c'est le principe. Mais pour ce qui concerne les expressions fictives que nous faisions, il n'y avait pas de fiche de déblocage. Les chèques étaient émis directement. Et pour ce qui me concerne, au niveau de ma hiérarchie immédiate, je n'ai pas besoin de justifier parce qu'une fois que la fiche est approuvée et le chèque émis, ce que le SP Conasur cherche à savoir, c'est de savoir si les ressources sont disponibles pour le démarrage des activités. Oui, je comprends qu'au niveau du SPI Conasur, on n'a pas besoin de justifier, mais au niveau de M. Tiena, ça devait être justifié. À partir du moment où M. Tiena est dans le circuit, oui. Il est au courant? Oui, il est au courant, mais si on vient faire un contrôle, pardon? Si on venait faire un contrôle, voilà, et qu'on voit que le même jour, il y a une expression de besoin par exemple, 10 millions, et qu'en plus il y a un chèque de 2 millions qui a été émis. Normalement, on peut contrôler chez M. Ténia, même si ce n'est pas au niveau, puisque au niveau de la manutention, on peut ne pas savoir. Mais chez Ténia, on peut savoir. Maintenant, comment vous faites pour qu'on ne découvre pas ça chez M. Ténia?
Bon, je ne saurais répondre à cette question parce que je ne maîtrise pas sa comptabilité. Tout ce que je fais, Oui. c'est d'envoyer les pièces justificatives. Mais devant les juges d'instruction, Pardon? devant les juges d'instruction, J'ai? devant les juges d'instruction, Oui, et lors de votre confrontation, Yé, oui. vous avez dit que par rapport à la justification, ça ne se faisait pas immédiatement. Comme les justifications ne sont pas immédiates, voilà, vous prenez le temps et puis vous profitez de la manutention pour pouvoir insérer ça dans les pièces justificatives. Oui, bon, vous m'avez parlé de fiches de déblocage. Non, je parle de la justification du surplus du chèque. Je n'ai pas parlé des fiches de déblocage. Ah, ok. Je Oui. n'avais pas compris. Le surplus du chèque que vous remplissez et dont le montant est partagé entre vous, c'est de ça que je parle. Sinon, effectivement, pour la justification de la manutention, c'est de façon périodique. Ce n'est pas du tic au tac. Maintenant, la question de savoir le surplus que vous partagez là, comment vous faites pour que dans la comptabilité, ou en tout cas dans la gestion du compte renforcement, là, on puisse. Bon, c'est ce que j'ai dit. Pour comment justifie, c'est comment moi je justifie auprès de clients qui me préoccupe. Oui. Mais comment lui, il justifie auprès de... Donc, le surplus que vous partagez, vous ne vous posez pas des questions de savoir qu'on peut découvrir après. Non, je justifie. Le surplus là, Oui. vous Je justifiez avec quoi? justifie auprès de lui. Avec quoi? Avec de la manutention, avec des pièces justificatives. Mais est-ce que ça c'est effectivement des éléments de la manutention? Non, je ne sais pas si je vous comprends. Oui. Mais ça ne peut pas être des éléments de la manutention réelle. Mais toujours est-il que c'est des... Oui, cette pratique, est-ce que M. Yé était au courant? Bien sûr, Il était au courant. bien sûr. Il était au courant par rapport à comment on devait s'organiser pour justifier les surplus qui étaient partagés. D'accord. Mais par rapport au partage, voilà, puisque devant le juge d'instruction, ça n'a pas été précisé. Que vous avez partagé des sommes avec également. Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation de ce qu'il a pu avoir de cette pratique? Puisque vous estimez avoir, voilà, de par le mécanisme de la manutention, profité du surplus des chèques partagés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes arrêté, vous pouvez nous donner le montant qu'il a pu avoir de cette pratique? Ça va être difficile pour moi parce que je peux peut-être pour ce qui concerne M. Yeyak. Vous avez eu combien? Vous avez eu combien? Estimé 75 millions. Alors, dans les partages, qui recevait la plus petite part? Je vais Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est en fonction d'une expression. Et quand c'est comme ça, ce qui est ajouté n'est pas assez... D'accord. Mais dans le cas du partage, est-ce que toutes les fois qu'il y a eu ces pratiques-là, le partage s'est toujours fait en trois? Ou bien il y a eu des hypothèses, des situations où le partage s'est réalisé entre vous seulement et M. Tignan? Tignan. Entre trois, je vais parler de M. Tignan, M. Yé, Yaké Kami et moi. Le partage se faisait à trois. Oui, ce que je veux savoir, est-ce que vous estimez avoir reçu là, les 75 millions et quelques, est-ce que c'est dans le cadre du partage exclusivement entre vous trois? Ou bien il y a eu des situations où le partage s'est limité entre vous et M. Tignan? Non, c'est pas exclusivement le partage à trois.
puisqu'il y a eu quelques rares fois où Tien a ajouté un chèque. C'est le cumul de tout que j'ai estimé à son Donc il y a eu des partages entre vous et Tigna seulement. Oui. D'accord. Monsieur le Président, si vous permettez, on va permettre à Monsieur Yé de réagir, de poser quelques questions par rapport à ce qu'il vient de dire. Alors, Monsieur Yé, je voudrais savoir, est-ce que, voilà, de l'instruction du dossier, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a eu des activités du ministère qui ont été financées par les fonds se trouvant donc dans le compte renforcement protection sociale. Voilà, la question est de savoir, est-ce que, à travers la gestion de la manutention, il est arrivé par moment qu'on émette un chèque destiné à prendre en charge à la fois les besoins qui étaient exprimés par la manutention et une activité qui devrait être organisée au niveau du ministère. Il n'y a jamais eu une expression de besoin fictif pour prendre en charge une autre activité qu'on devrait organiser au sein du ministère. Et j'en veux pour preuve, c'est que l'ensemble de la réglementation sur les dépenses publiques donne tous les moyens pour que chaque situation qui se pose à nous, qu'on puisse avoir les dispositifs nécessaires pour prendre en charge la dépense. Donc je ne trouve pas, au-delà de ça, qu'il est nécessaire que je puisse m'engager dans cette association pour pouvoir prendre des dépenses régulières du ministère. Non, ce que je ne dis pas que forcément c'est des dépenses fictives, puisque ce qui est constant, il y a eu des activités du ministère qui ont été financées sur le compte renforcement. Ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a eu des moments où on a émis en même temps des chèques pour la manutention et pour des activités prévues au niveau du ministère? Je ne dis pas que je ne fais pas allusion forcément à des activités fictives. Oui, mais forcément il doit en avoir parce qu'on ne connaît pas l'ordre de survenue des différentes activités et le moment de leur expression de besoin. D'accord. Et M. Ouedraogo aussi, lorsqu'il vient, il n'a jamais été sollicité pour profiter, en tout cas, endosser un chèque pour une activité prévue au ministère. Oui, il n'a jamais endossé un chèque pour le ministère. D'accord. Mais qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce qu'il dit, et cette entente que vous aurez eue à 3? Ok, merci monsieur le procureur. Oui. Ce que j'ai à dire, c'est que dans l'organisation administrative, monsieur Ouedraogo Salif est un agent du SP CONASUR. Donc, dans la hiérarchie, il y a le SP, il y a son chef de département et puis il y a monsieur Salif Ouedraogo. Tout besoin de financement qui est au profit auprès du ministère ne part pas pour le profit de M. Salifou Ouedraogo, mais pour que le SP, qui est l'ordonnateur, puisse rendre compte à son retour. Il se trouve que dans leur organisation, c'est M. Salifou qui était tout le temps mandaté pour venir au ministère entreprendre. D'accord. Devant le juge d'instruction, vous avez expliqué que dans les processus de déblocage des fonds pour la manutention, il y a lui qui amène la fiche, Ouedraogo. Oui. Il y a vous et puis les secrétaires généraux et les ministres qui intervenaient. Oui. Maintenant, vous avez également dit qu'il y a eu des cas où on vous a appelé d'urgence. Oui, où le SP lui-même m'a appelé. Parce que Salif n'est pas à mon niveau de collaboration directe. Oui, à chaque fois que le besoin est exprimé, c'est adressé à l'autorité compétente, c'est au ministre. Maintenant, j'ai compris ça. Vous avez dit qu'il y a eu des situations où le ministre n'était pas là. Oui, il y a eu des situations où le ministre n'était pas disponible immédiatement et ils étaient dans le besoin où j'ai été interpellé. Mais lorsqu'il y a eu ce cas, on a régularisé après, puisqu'on a demandé l'avis du ministre dans pareilles circonstances, comment il fallait procéder. Et lorsque SP m'appelle, je lui dis, il faut informer le ministre, ou moi j'informe le ministre, et après,
accorde Et dans ces cas, on ne l'émission du consulte chef. pas les SG. SG est là. SG, bon, je n'associe pas l'avis par rapport à la prise de décision sur le champ. C'est au moment de régulariser que l'avis de SG intervient. Si le ministre n'est pas là, je suppose que le supérieur hiérarchique Oui. qui assure l'intérim, c'est les SG. Oui, oui. Donc, je puisse comprendre que dans ces situations, ce soit les SG qu'on touche et c'est à lui peut-être qu'il appartient d'appeler le ministre pour dire voilà, il y a une expression de besoin en manutention et comment on fait. Oui, mais dans l'organisation administrative, moi, la DGF est rattachée au cabinet. Oui. Voilà, donc c'est pour cela que je contacte directement. Je Et puis, ça. le niveau sur la fiche, Oui. SG donne son avis, alors que c'est le ministre qui autorise. D'accord. Mais dans ces cas, Oui. est-ce que son avis n'est toujours pas requis, même s'il s'agit d'une situation d'urgence? On requiert son avis à titre de régularisation. Bon, je ne me rappelle pas l'avoir sollicité. Vos titres de régularisation là sont en train de devenir les principes. Ça ne doit pas être comme ça. C'est- Si il est là, voilà, on peut directement le consulter. Maintenant, le ministre n'est pas là. Oui, On suppose que c'est lui qui assure l'intérim du ministère. oui, Le ministre, il est directement le supérieur qui est disponible. On puisse Oui. comprendre que ce soit par lui qu'il informe le ministre, quitte à ce que maintenant, voilà, ça vient. On ne peut pas aller faire la défense et puis venir prendre à titre de régularisation l'avis du SG qui était pourtant là au moment de l'expression du besoin. bon, peut-être c'est pour agir dans l'urgence qu'on on le fait Oui, ainsi. oui, Mais il était là, c'est des il était cas, là. c'est pas des cas, ça n'interdit pas. Pourquoi ça ne dépasse pas 2 fois. Ça ne peut pas, ça ne dépasse pas, c'est pas courant. D'accord. Maintenant, par rapport aux pièces qui ont été retrouvées chez lui, Oui, les 2 chèques là. Voilà. D'abord, je voudrais dire que l'incohérence dans ce qu'il a dit, c'est que moi, je ne peux pas lui donner des chèques au titre d'un fournisseur que lui, en tant que gestionnaire, qui était à son poste, ça vaut plus de 10 ans, va dire que lui, il n'a pas jeté un coup d'œil et il a donné son avis pour qu'après, on retrouve les pièces au commissariat. J'avoue que moi également, j'ai été interpellé au commissariat. Là-bas, j'ai vu les pièces, mais on m'a dit que c'était chez Salif qu'on a vu. Et j'ai vu également des fiches vierges d'émargement et une fiche qui était en cours d'émargement qu'on a retrouvée dans les affaires de TIA. Donc, je ne peux pas vous confirmer ou bien je ne peux pas savoir quelle association, quelle manigance se trouve entre Salif et puis TIA. lui, il dit que c'est vous qui l'avez appelé. Et ce jour, il est venu dans votre bureau, et vous avez appelé Ténia qui a envoyé une chemise. Oui, parce que les chèques concernés là, c'était des chèques qui ont été émis et dépensés en début d'année. Donc, je ne sais pas à quel moment, s'il peut me dire c'est à quel moment, parce que je n'ai pas souvenance de l'avoir appelé. Et donc, au moment où on émettait les chèques pour prendre en charge les frais de rétribution là, il y avait déjà les TDR. Vous avez évoqué qu'il y a des TDR qui étaient de mars, il y a des TDR qui étaient de février. Donc, ces différents éléments-là déjà étaient déjà suffisants. Ensuite, il y avait les états d'émargement qui étaient déjà disponibles. Donc, je ne sais pas dans quel projet, voilà, les 2 chèques-là se sont retrouvés chez lui. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le procureur, à présent, monsieur Yeyaki, vous pouvez vous asseoir. À présent, la parole est à la défense pour ces questions à monsieur Ouedraogo Salif. Merci, Monsieur le Président. Avant de poser mes questions, je voudrais donc rappeler ce pourquoi je ne souhaitais pas qu'il prête serment, en ce sens que c'est sur la base... Posez vos questions, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ouedraogo Salifou,
Est-ce que vous avez déjà été condamné par le tribunal de grande instance en sa formation ECOFI? Est-ce que vous avez déjà été condamné? Je dirais oui, pour la présente condamnation. Soyez respectueux à l'égard du tribunal. Est-ce que vous avez été condamné? Je suis actuellement condamné. Merci, soyez clair. Pourquoi? Je ne me rappelle pas de toutes les infractions. Dites ce que vous savez. Il y a détournement de fonds publics. Il y a enrichissement illicite. Bon. Vous avez été reconnu coupable de détournement de deniers publics d'un montant de combien? 115 millions, si je ne me trompe. Lorsque le procureur vous a posé la question tout de suite sur le montant que vous avez reçu dans ces détournements-là, vous avez... J'ai dit que j'ai estimé à 75 millions. Et tout de suite, vous venez de dire que c'est combien? J'ai été condamné pour 115 millions, mais moi, je reconnais avoir reçu 75 millions. C'est ce que j'ai voulu dire. Vous estimez que le juge s'est trompé? Bon, ça, c'est vous qui le dites. Ah, soyez un peu regardant, sinon j'ai des ressources nécessaires pour vous permettre de comprendre que nous sommes devant un tribunal. Je vous interpelle là-dessus, soyez-en rassurés. Ok? Alors, vous dites que c'est M. Yé qui vous a convoqué pour vous parler de comment faire pour avoir de l'argent. C'est ça? À travers donc la manutention. Vous dites que c'est M. Yé qui vous a convoqué. Est-ce vrai? C'est Monsieur vrai. le Président, il n'est pas obligé de répondre. Mais s'il ne répond pas, bon, je considère qu'il y a du mensonge dans ce qu'il fait. C'est pour ça d'ailleurs que je considère qu'un condamné ne peut pas, parce que la Cour de cassation s'est prononcée sur cette question. Il ne répond pas à mes questions, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Mais j'attends que vous finissiez de poser vos questions. C'est pour ça que j'ai dit je vais passer. Merci bien. Oui, donc je reviens sur ma question. Vous dites que c'est M. Yé qui vous a convoqué dans son bureau. C'est ça? Oui. Est-ce que c'est la première fois que vous aviez une telle pratique? C'est la première fois. Monsieur le Président, je peux vous produire le jugement à travers lequel il a été condamné devant ce même tribunal, où il a expliqué le processus avant. Oui. Comme... Monsieur le Président, comme c'est un témoin, j'ai des questions. Mais comme c'est un témoin et qu'il ment, c'est obligé de relever qu'il ment. D'accord, j'ai compris, Monsieur le Président. Dans l'intérêt de mon client, je me retiens. Merci beaucoup. Alors, vous dites, à la première audience et en appel, que vous avez commencé la pratique depuis 2020. Vous avez connu M. Tchenian en 2013. Si ces informations sont fausses, rappelez-moi. Je ne dirais pas que vos informations sont fausses, mais je n'ai pas connu Théa en 2013. Parce que moi-même, j'ai été nommé en 2013. Donc, c'était impossible de connaître M. Théa en 2013. J'ai connu M. Théa en 2017-2018. D'accord. Donc, c'est en 2020 que vous avez commencé la pratique. Quelle pratique? Consistant à utiliser les pièces de la manutention pour justifier les sorties d'argent. Avec le premier responsable de Théa. Ah. Ça, c'était la première fois. Est-ce que, quand vous parlez de M. Yé, Oui. le partage était fait avec le SP qu'on a su? C'est une question? Oui, tu Non. poses une question? Non. Ah, d'accord. Donc il n'était pas au courant? Non. Ah, d'accord. Alors que, dans le procès passé,
il a clairement dit ici que le SP, Conasur, savait très bien ce qui se passait et qu'il s'appelait pour organiser. Je laisse. Est-ce que vous avez déjà touché des chèques sans l'intervention de M. Yé, vous et M. Tienia? C'est suffisant. Je rappelle que M. Tienia a reconnu avoir imité les signatures de M. Yé à plusieurs reprises et qu'il avait la perfection de sa signature, de telle sorte que toute attitude visant à faire comprendre que vous avez eu une manigance ensemble est fausse. Merci, Monsieur le Président. Oui. Vous venez de reconnaître que deux fois, M. Yé n'intervient pas. C'est entre vous et M. Teyan que vous initiez un chèque pour aller toucher et puis vous partager. Oui. Ce que je veux que vous me dites, est-ce qu'il y a eu plus de partage entre vous et M. Yé qu'entre vous, monsieur, est-ce qu'il y a eu plus de partage entre vous et M. Teyan que de partage entre vous, M. Teyan et M. Yé Camille? Il y a eu plus de partage entre nous trois. Il y a eu plus de partage entre nous trois. D'accord. Parce que pour ce qui concerne le partage entre nous deux, c'était rare. C'est lorsque Théan me disait que non, la dernière fois, par exemple, il n'a pas reçu sa part. On devait lui remettre. Donc, lui aussi, il a pu avoir un chèque pour insérer. Donc, il y a eu plus de partage entre vous trois qu'entre vous et M. Théan. Oui. Et à chaque fois que vous initiez un chèque, que Théan initie un chèque pour que vous touchiez, c'est lorsque le partage n'a pas été équitablement fait. Le partage s'est fait peut-être entre vous deux, mais M. Théan n'a pas eu sa part. Bon, c'est ce qu'il me disait. À chaque fois, c'est comme ça. La plupart des fois. D'accord. Merci. Y a-t-il des questions toujours pour M. Ouedraogo? Le ministère public a des questions? Si vous n'en avez plus, d'accord. La défense? Pas de questions? D'accord. Merci. Et il est 17h. Je pense que si on peut continuer. Non, on ne va pas continuer. On va laisser comme ça. Il est 17h. Si on appelle un autre témoin, on ne pourra pas donc faire le tour de parole. Si vous convenez, on va suspendre pour aujourd'hui et reprendre demain à 10h. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce procès du début jusqu'à sa fin. Comme ça a été bien dit, c'est parti pour demain à 10h. Et nous, on fera encore le point ici demain à 10h. Ce procès doit envoyer un message à tous les fonctionnaires qui sont actuellement qui occupent actuellement un poste très important dans leur pays. On ne peut pas se permettre de faire de n'importe quoi avec l'argent des citoyens. Et on vole, les gens volent, les ministères volent. Mais pour ce cas, c'est encore plus grave. C'était une aide destinée, une aide humanitaire. Les gens ont quitté leur village à cause de la guerre. Ce sont des personnes déplacées. Et maintenant, on vous donne l'argent pour aller aider ces personnes. Vous allez faire un projet parce que vous voulez aller aider financièrement ces personnes-là. Vous encaissez. Maintenant, vous partagez. Vous sortez avec vos femmes. Vous mangez bien. Vous avez investi dans plusieurs activités. C'est ça. Le temps est là. Il faut maintenant payer. L'heure a sonné maintenant. Il faut maintenant rembourser. Il faut payer pour ça. Donc, ce sont des gens comme ça qui encouragent les terroristes. Parce que quand les terroristes parlent là, eux, ils vont gagner où? Ils vont gagner où? On te dit depuis le 1er octobre 2015, le pays est en guerre. Le Burkina Faso, depuis le 1er octobre 2015, est en guerre contre les terroristes. Et c'est depuis là que vos ministères ont commencé à recevoir de l'argent pour pouvoir aider les personnes déplacées à cause des terroristes. Et là, maintenant, vous prenez l'argent, vous encaissez, vous partagez et vous faites de n'importe quoi avec ça. Chaque chose a un temps, chaque chose a sa fin.
Aujourd'hui, c'est M. Tenyan et ça doit envoyer un message à tous ces jeunes, à toutes ces personnes qui occupent toujours un poste, un poste remarquable dans leur pays. Vous avez un salaire, des salaires bien lourds, des salaires bien importants, mais il y a des gens même qui n'ont même pas la chance d'être là où vous êtes. Mais vous êtes là-bas et c'est vous, vous volez encore comme vous voulez, vous faites de n'importe quoi avec l'argent du pays. Moi, je l'ai toujours dit, on a aujourd'hui Faso Mebo, si seulement ils ont eu la chance comme ça d'être les directeurs de Faso Mebo, c'est fini. Ils vont tout voler. Ils vont tout voler. Avec des gens comme ça, nos pays ne peuvent jamais se développer. Nos pays ne peuvent jamais se développer. Les gars, partagez au maximum cette vidéo. Cette vidéo, c'est un enseignement à nous. C'est un enseignement à tout le monde. C'est que c'est facile, hein. Quand on dit tout ce que tu fais dans le noir, il faut être capable de prendre tes responsabilités quand la lumière sera là. C'est quand dans le noir, tu es à l'aise, tu fais tout ce que tu veux. Mais dès qu'on met dans le noir, tu es à l'aise, tu fais tout ce que tu veux. Mais dès qu'on met la lumière, tu paniques. Donc, il faut être capable d'affronter ce que tu fais dans le noir dès que la lumière sera là. Donc, dans le noir, ils étaient avec Tenyan, on partageait, on signait, c'est qu'on signait, on partageait. Maintenant, la lumière est là. Maintenant, il faut faire face à ce que vous avez fait ensemble. Maintenant, ils veulent nier et remettre tout sur la tête de Tenyan. Mais Tenyan ne perd rien. Lui, là où il est là, c'est qu'il est déjà là. 15 ans, c'est déjà bon pour lui. Donc, maintenant, comment faire maintenant pour aussi amener les collaborateurs? Vous avez mangé, il faut payer. Vous avez mangé avec lui, il faut payer. Tenyan ne peut pas prendre toutes ces années-là. Et vous, les dirigeants, les supérieurs qui ont sûrement mangé plus que Tenyan, vous êtes cachés quelque part avec vos enfants, avec votre famille. C'est une leçon, ça c'est quelque chose qu'il faut partager, puisque quoi, nous sommes appelés à travailler tous, nous sommes aussi appelés à employer des gens. Et si un jour, dans nos sociétés, on voit ce genre de comportement, qu'est-ce qu'on fait? Il faut appliquer la loi. Et aujourd'hui, le Burkina Faso fait la fierté de plusieurs pays africains. Il y a des pays qui n'ont jamais fait de l'audit. Il y a des ministères là. On n'a jamais audité ces ministères dans plusieurs pays africains. Pendant plus de 20 ans, 30 ans, jamais d'audit. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là, ils font ce qu'ils veulent. C'est grâce à ces auditeurs-là que ces personnes-là sont attrapées. Donc, il faut maintenant envoyer des auditeurs chaque fin de 6 mois, chaque 3 mois pour aller vérifier nos ministères. Sinon, il y a des gens comme M. Tenyan, M. Yaki Kami et toutes ces personnes-là qu'on a vues. Il y en a tellement dans plusieurs pays africains. Les gars, merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo du début jusqu'à sa fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner. C'est Mr. A. Rao et on se capte dans une nouvelle vidéo. Bye bye.